Merci beaucoup pour vos mots bienveillants et votre gentillesse. Vous savez que j'ai une affection toute particulière pour votre pays et à chaque fois que m'est donné l'occasion de partager de façon très amicale un certain nombre de choses, je le fais avec beaucoup de plaisir. C'est un honneur, bien sûr, d'être avec le professeur Boujna, qui est une grande figure de la cardiologie toulousaine. Je remercie aussi le professeur Ben Hammer pour sa gentillesse et sa présence bienveillante. Et puis mes amis le professeur Abid et aussi le professeur Tricky pour leur gentille invitation et tous les jeunes collègues que je ne connais peut-être pas directement, mais que j'aurai plaisir à rencontrer à Tunis, à Sfax, à Sousse, qui sont des villes que j'apprécie particulièrement. Alors, vous l'avez rappelé, Monsieur Boujna, effectivement, je rentre de Milan lundi soir et donc je vais essayer de partager avec vous quelques euh, informations nouvelles qui ont marqué les esprits durant ce congrès en plusieurs blocs. Je crois que ce qui a particulièrement attiré l'attention de nos confrères hypertensiologues, nous étions plus de 2000 participants du monde entier, c'est d'abord cette épidémie galopante. Vous l'avez vu, entendu, c'est cette hypertension artérielle qui non seulement touche bien sûr les adultes, les sujets âgés, mais aussi les gens qui ont des comorbidités, mais qui touche de plus en plus les enfants. Et plusieurs études épidémiologiques ont rappelé la prévalence grandissante de l'hypertension artérielle. Vous le voyez chez les enfants jeunes, hein, on parle ici de sujets de 6 à 19 ans. C'était l'occasion de rappeler aussi que la manière dont on mesure la pression artérielle et les valeurs qui définissent l'hypertension artérielle chez le sujet jeune ne sont pas celles qu'on a l'habitude d'utiliser pour l'hypertension du sujet adulte. Vous savez, on fait cela avec des abacs et des calculs un petit peu particuliers. Mais c'est pour vous prévenir quand vous regardez les chiffres qu'effectivement avoir une pression artérielle systolique à plus de 105 mm de mercure lorsqu'on a entre 12 et 19 ans, c'est de l'hypertension artérielle. Et vous voyez très simplement aussi les facteurs probablement responsables de cette hypertension artérielle chez les sujets jeunes, la sédentarité, les temps passés devant les écrans, l'obésité et la consommation excessive d'aliments qu'on appelle les ultra-processed food, autrement dit tout ce qui est fast-food. Tout ceci contribue à cette épidémie galopante. Nous, cardiologues, nous allons avoir à nous occuper de plus en plus d'hypertension artérielle chez des sujets de plus en plus jeunes. Deuxième population d'intérêt, c'est les sujets obèses. On a beaucoup parlé d'obésité. Non seulement la prévalence de l'hypertension artérielle au cours de l'obésité galope, et il y a une relation quasi dose dépendante. Plus votre indice de masse corporelle est important, plus la prévalence de l'hypertension artérielle augmente. Et on considère que chez les obèses, c'est-à-dire les sujets qui ont un indice de masse corporelle supérieur à 30 kg par mètre carré, un obèse sur deux a une hypertension artérielle, qu'il soit homme ou femme. Et enfin, ces projections, car ce cri d'alarme, il est aussi là pour éveiller nos consciences. Ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer à s'aggraver. On considère par exemple qu'en 2030, 50% de la population des États-Unis sera obèse. Et donc, on aura affaire à des populations grandissantes, de sujets jeunes, de sujets moins jeunes, qui auront de l'hypertension seule, de l'hypertension avec obésité. Pourquoi ceci nous intrigue? Puisque ce cumul de l'hypertension et de l'obésité fait le lit d'un grand nombre de complications qui sont représentées ici. Mais vous le savez, dans votre pratique clinique quotidienne, lorsqu'on cumule les facteurs de risque, eh bien, on observe une augmentation exponentielle des événements cardiovasculaires. Peut-être un mot sur l'insuffisance cardiaque et notamment l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, qui est la première conséquence de cette hypertension artérielle. Quand vous regardez les derniers essais d'intervention avec les nouveaux médicaments, 80% des malades inclus dans les essais avec insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée sont des malades hypertendus. Donc on a toute une chaîne et une chaîne qui concerne le cardiologue. Cette obésité, on en a aussi beaucoup parlé pour casser des fausses croyances. Pendant très longtemps, on a attribué l'obésité à une simple accumulation de masse graisseuse. Mais en fait, le tissu adipeux, vous le savez, c'est un tissu actif. Ce n'est pas un tissu passif de stockage. Et il sécrète des hormones qui font le lit des complications cardiovasculaires. Par exemple, les adipocytes sécrètent de l'angiotensine 2, qui pourrait expliquer l'hypertension artérielle du sujet obèse. Les adipocytes sécrètent de l'aldostérone, mais sécrètent aussi d'autres paramètres qui expliquent pourquoi les sujets obèses non seulement développent de l'hypertension artérielle, mais développent aussi des complications cardiovasculaires de plus en plus importantes. Un mécanisme assez commun, c'est l'activation du système nerveux sympathique. Et vous voyez dans cette diapositive
que finalement, pour arriver de l'obésité aux complications cardiovasculaires, il y a toujours une forme d'activation du système nerveux sympathique. Mais regardez, qu'est-ce qui contribue à cette activation du système nerveux sympathique? Le terrain, c'est-à-dire la génétique, les anomalies anatomiques. L'obésité, par l'augmentation de la pression intra-abdominale, appuie sur le cortex rénal et cet effet mécanique sur le cortex rénal va altérer la natriurèse et augmenter la pression artérielle, mais aussi des anomalies physiologiques. Et on a eu énormément de conférences sur les réflexes anormaux chez les sujets obèses qui expliquent pourquoi ils développent de l'hypertension artérielle, anomalie du baroréflexe, anomalie des chémorécepteurs, mais aussi perturbation d'un grand nombre d'autres systèmes neuro-humoraux comme le système rénine-angiotensin-aldostérone, mais aussi la voie de l'arginine-vasopressine ou le système rénine-angiotensin-aldostérone. Et puis tout à droite, toutes les modifications biochimiques qui sont liées plus directement aux adipocytes. Je vous l'ai dit, ils sécrètent des éléments qui peuvent être lipotoxiques ou pro-inflammatoires. Ils contribuent à l'insulinorésistance et tout ceci fait le lit de cette hyperactivité sympathique dont vous connaissez les méfaits au niveau vasculaire, le remodelage artériel, au niveau cardiaque, l'hypertrophie cardiaque et la dysfonction rénale. Alors, un mot pour dire aussi que cette obésité, on en a beaucoup parlé, car on dispose désormais de traitements. Et ces traitements, pendant très longtemps, on en a parlé uniquement sur leurs effets sur le poids. On a dit oui, ben, ces médicaments, par exemple ici des analogues du GLP-1, réduisent le poids de ces obèses, mais on sait aussi qu'aujourd'hui, ils modifient le pronostic des sujets obèses hypertendus. Non seulement ils améliorent la fonction rénale, protègent ces malades de l'insuffisance cardiaque et réduisent la morbimortalité cardiovasculaire. Donc, un plaidoyer pour dire il faut faire attention aux enfants hypertendus à cause de l'obésité, un signal d'alarme pour dire que l'obésité galope avec l'hypertension artérielle et un espoir avec tous ces nouveaux médicaments, puisque non seulement ces médicaments ont des effets, bien sûr, vous le savez, sur le poids et sur les complications cardiovasculaires, mais ils ont aussi des effets pléiotropes. Il y a eu un très beau poster qui rappelait que ces médicaments, au-delà, avaient des effets, par exemple, sur l'arthrose, sur l'apnée du sommeil, mais aussi sur des états neurologiques particuliers. Par exemple, les analogues du GLP-1 diminuent le risque de suicide. Enfin, ce travail qui a été présenté aux Journées européennes cette année, mais aussi au congrès de l'ESH, a permis de montrer l'effet sur le poids de toutes les stratégies qui ont été testées jusqu'à présent. En fait, cette diapositive, c'est pour rappeler que l'efficacité la plus importante en termes de poids, c'est quand même la chirurgie bariatrique. Et donc, il ne faut pas exclure la chirurgie des options que l'on propose à nos patients. Bien sûr, il y a des médicaments, mais il y a aussi la chirurgie. Il faudra chaque fois s'interroger sur le bien fondé de l'un ou de l'autre. Deuxième grand pilier, au-delà de l'hypertension avec l'obésité, c'est les comorbidités liées à l'hypertension artérielle. Et je vous ai fait une plaque un peu particulière. Vous savez, on parle des fantastiques 4 dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Et bien, je vous ai présenté ici les quatre piliers que l'on pourrait retrouver dans des temples romains de la Tunisie, qui sont finalement les bloqueurs du système rénine-angiotensin-aldostérone, les inhibiteurs du SGLT2, les nouveaux antagonistes aux récepteurs de minéralocorticoïdes, finérénone, vous voyez, qui se terminent comme spironolactone et éplérinone, c'est le suffixe des antagonistes des récepteurs aux minéralocorticoïdes, et les analogues du GLP-1. Pourquoi je vous ai résumé ces quatre piliers? Parce qu'en fait, ces quatre piliers, ils sont évalués systématiquement dans des pathologies où la prévalence de l'hypertension artérielle est très importante. Maladie rénale chronique, insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée et tableau métabolique. Et dans chacune de ces études qui ont été faites, que vous connaissez, eh bien, lorsqu'on s'intéresse, je vous ai extrait ici les effets sur la pression artérielle, eh bien, on ne peut pas s'empêcher, même si l'effet semble modeste, hein, de l'ordre de quelques millimètres de mercure, de penser qu'une part du bénéfice de ces médicaments est liée à leur effet sur la pression artérielle. Et on pense que dans un futur proche, et cette méta-analyse dans Circulation le montre, on associera probablement analogue du GLP-1, inhibiteur du SGLT2 et antagoniste des récepteurs aux minéralocorticoïdes. Vous le voyez, à chaque fois qu'on associe les trois médicaments, la réduction du taux d'événement est considérable, moins 45% pour les MACE, moins 65% pour les hospitalisations pour insuffisance cardiaque et moins 35% pour la mortalité cardiovasculaire. Autrement dit, on a des outils qui permettent de comprendre comment on va protéger ces patients. Ensuite, énormément de travaux, et je pense que ça c'est très important pour la Tunisie, pour réorganiser le parcours de soins du sujet hypertendu, avec une emphase qui a été mise sur la nécessité d'établir des équipes multidisciplinaires
qui vont impliquer des métiers traditionnels et des nouveaux métiers. Alors traditionnels, bien sûr, le pharmacien, le cardiologue, le généraliste, le diabétologue, mais les nouveaux métiers, et notamment les métiers où on va déléguer des tâches à des personnels de santé, infirmiers de pratique avancée, infirmiers de téléconsultation, mais aussi des gens qui sont des psychologues ou des diététiciens ou des nutritionnistes ou des kinés. Donc vous voyez sur cette première plaque, en fait, tous les nouveaux métiers qui pourraient être impliqués dans la gestion de l'hypertension artérielle, de l'approche centrée sur le patient à l'approche populationnelle, car si on veut guérir de ce fléau, il faut non seulement s'occuper des patients, mais il faut aussi s'occuper des populations. Et cette diapositive présentée par une équipe suédoise montre de façon très concrète que peut-on faire avec tous ces nouveaux métiers, ces nouvelles organisations multidisciplinaires. Pour améliorer le contrôle tensionnel, eh bien, on va mettre en place des stratégies de télémonitoring, de télésurveillance, mais aussi de track à l'adhésion médicamenteuse, de l'adhésion aux modifications des règles de vie. Et vous voyez, pour cela, il y a un grand nombre de supports et un grand nombre de tâches. Intensifier le traitement, réduire les visites de consultation, augmenter la téléexpertise, s'inquiéter aussi de la qualité de vie et puis, à terme, s'occuper aussi des conséquences médico-économiques et des conséquences sur la morbidité et mortalité. Grand débat, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je sais qu'il y a un cas clinique qui s'intéresse aux patients qui ont une pression artérielle augmentée. Hein, il y a eu cette nouvelle nosologie. On est finalement normal lorsque la pression artérielle est inférieure à 120-70. Vous voyez, c'est très bas. On est hypertendu lorsque la pression artérielle est au-dessus de 140-90 au cabinet. Mais entre les deux, on n'est pas indemne de complications. C'est ce qu'on appelle les patients qui ont une pression artérielle augmentée. Elle n'est pas normale, on n'est pas hypertendu, mais si vous êtes de cette famille-là et que votre risque cardiovasculaire est important, il faut vous traiter votre pression artérielle. Cette édition, je vous l'ai dit, a insisté sur le risque lié à l'hypertension artérielle chez les enfants. Il y a eu plein de papiers, mais aussi des papiers qui ont montré que cette complication de l'hypertension artérielle chez les enfants, elle se traduit par une augmentation de la mortalité. Dans ce travail présenté par l'équipe de Matthias Brunstorm de Göteborg et qui a été repris par d'autres, vous voyez que pour des pressions artérielles systoliques et diastoliques modérément élevées durant l'adolescence, eh bien, il y a une augmentation du risque de mourir, et je parle de mortalité totale, à l'âge adulte. Et donc, c'est vraiment la boucle est bouclée. Il faut dépister, il faut enrayer, car si on ne fait rien, on sera face à une épidémie galopante de décès liée à la présence d'une hypertension artérielle non traitée chez les sujets jeunes. Énormément, bien sûr, vous vous doutez, de papiers sur l'hypertension artérielle secondaire. Hein, c'est un congrès quand même d'hypertension artérielle qui rappelle notamment un point très important, c'est qu'on a sous-estimé la prévalence de l'hyperaldostéronisme primaire. Dans les populations générales, on est probablement passé à côté de cette cause secondaire trop fréquente. Et d'ailleurs, les recommandations de l'ESC, de façon un peu exagérée, proposent de dépister l'hyperaldostéronisme chez tout hypertendu. Il faut en voir si on peut le faire dans sa pratique clinique quotidienne. Mais en tout cas, si vous avez une hypertension artérielle secondaire, probablement que plus d'un malade sur trois a un hyperaldostéronisme primaire et c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne l'imagine. C'est fréquent, bien sûr, chez les sujets jeunes. Il ne faut pas oublier de chercher cela. C'est d'ailleurs proposé dans ces recommandations de l'ESC qui vous disent devant une hypertension résistante avec une hypocalémie, mais aussi lorsque l'hypertension est associée à d'autres anomalies, notamment la fibrillation atriale, le syndrome d'apnée du sommeil, et bien ne pas vous contacter de dire ah il est obèse, il a de l'apnée du sommeil, il a donc une HTA secondaire. Allez chercher cet hyperaldostéronisme primaire en dosant bien sûr le rapport aldostérone sur rénine, en y combinant l'imagerie et en sachant bien sûr que l'hyperaldostéronisme est un grand pourvoyeur de complications cardiovasculaires. D'ailleurs, il y a eu un travail très intéressant d'une équipe française qui a regardé la prévalence de l'hyperaldostéronisme primaire chez des gens qui étaient adressés pour une ablation de fibrillation atriale. Et de façon très intéressante, dans 40% de ces patients, il y avait des signes de sécrétion aldostérone exagérée. Et dans un malade sur cinq, il y avait un véritable diagnostic d'hyperaldostéronisme primaire. Ils ont même identifié des facteurs prédictifs qui sont représentés dans la diapositive, très simple. Le genre féminin, une pression artérielle diastolique élevée, une calémie plutôt basse, une fonction rénale un peu haute, une fréquence cardiaque basse et bien sûr une HVG à l'électrocardiogramme. Et si vous avez 6 de ces facteurs-là, vous êtes sûr à 100%
qu'il y a un hyperaldostéronisme primaire qui se cache derrière la FA. Et on est à 30% lorsque vous avez trois de ces facteurs de risque clinique. Donc, c'est un message clinique très fort. C'est bien d'ablater une FA, c'est aussi bien de ne pas passer à côté d'un hyperaldostéronisme primaire, qui est une façon simple de prévenir cette complication. Enfin, pour terminer, beaucoup de présentations, et vous l'avez rappelé, professeur Boujna, beaucoup de présentations sur les nouveaux traitements et surtout sur les combinaisons. Alors, en Tunisie, vous avez à votre disposition des combinaisons, des bithérapies, des trithérapies, et puis maintenant, demain, la quadrithérapie antihypertensive. On est tous conscients des avantages de combiner des médicaments, réduire la charge médicamenteuse, améliorer l'adhésion, lutter contre l'inertie. Puis c'est aussi une question de confort. Et il y a eu plusieurs travaux qui ont été présentés, mais finalement qui sont soutenus par les deux recommandations qui, à chaque étape, vous le voyez tout à gauche de la diapositive, à chaque étape, incitent à transformer les médicaments des patients en combinaison fixe. D'ailleurs, pourquoi c'est important d'aller chercher des combinaisons fixes et d'associer de plus en plus de médicaments? Dans ce travail présenté par plusieurs équipes, qui a été repris par plusieurs équipes, qui est en fait un travail, on a regardé le nombre moyen de médicaments qui sont nécessaires pour contrôler un hypertendu résistant. Eh bien, vous voyez que le nombre magique, c'est 4. Il faut normalement 4 médicaments. D'ailleurs, les recommandations préconisent l'utilisation de la spironolactone ou des bêta-bloquants. Et il y a eu donc une grande série de débats sur le retour des bêta-bloquants dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Alors bien sûr, dans les situations cardiaques évidentes, AFA, insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, maladie ischémique, c'est évident, mais aussi dans des situations cliniquement pertinentes où on prescrit des bêta-bloquants et il peut y avoir de l'hypertension artérielle chez un migraineux, chez quelqu'un qui a un tremblement essentiel, chez quelqu'un qui a une hyperthyroïdie. Eh bien, on va prescrire des bêta-bloquants pour traiter ces symptômes et ils couvriront bien sûr l'hypertension artérielle. D'ailleurs, il y a eu quelques papiers qui ont commencé à parler de l'intérêt non plus de la bille, non plus de la tri, mais de la quadrithérapie. Ici, le traitement à faible dose associant quatre médicaments, dont un bêta-bloquant, et vous voyez que les quatre médicaments à très faible dose réduisent de façon très significative la pression artérielle systolique et diastolique. Et dans un autre symposium ont été présentés les résultats de cette quadrithérapie nouvelle qui est en fait la combinaison d'un IEC, d'un diurétique, d'un inhibiteur classique et d'un bêta-bloquant. Résultat qui avait été initialement présenté à l'ESC il y a quelques mois, ici dans le cadre d'un symposium de l'industrie, mais qui rappelle que cette combinaison est capable de réduire de 8 mm supplémentaires par rapport à la trithérapie la pression artérielle systolique et de 6 mm supplémentaires la pression artérielle diastolique chez des hypertendus résistants non contrôlés par une trithérapie. Alors, il y a plein de nouveaux médicaments, hein. C'est l'âge d'or hein, de l'hypertension artérielle. Plein de nouveaux médicaments qui sont évalués. La quadrithérapie, des nouveaux bloqueurs la voie de l'endothéline, ce qu'on appelle les aldosynthase inhibiteurs, qui sont des médicaments qui bloquent la synthèse de l'aldostérone, mais aussi d'autres formes de médicaments plus modernes que sont les siRNA. Je vous ai simplifié en trois diapositives ces nouveaux traitements. Les antagonistes de l'endothéline, vous les reconnaîtrez parce qu'ils se terminent par le suffixe antan, comme le bosantan. Ici, c'est l'aprocitantan qui a été évalué chez des hypertendus résistants, en plus de la trithérapie, et qui montre que de façon dose dépendante, ces médicaments améliorent le contrôle tensionnel. Et ce médicament vient d'obtenir l'agrément de la FDA et est disponible désormais aux États-Unis. Les inhibiteurs de l'aldosynthase, suivez cette classe, c'est la classe des ASI, vous les reconnaîtrez par le suffixe oxta, comme badroxta, mais aussi lorundrosta. Il y a eu deux médicaments qui ont fait un peu la une. Le lorundrosta a fait l'objet d'une publication dans le New England il y a quelques semaines, baxdrosta il y a quelques mois, et vous voyez que ces médicaments qui bloquent la synthèse de l'aldostérone. Donc on n'est pas en amont, on est complètement en aval. Un peu comme les antagonistes des récepteurs aux minéralocorticoïdes. C'est les cousins ou la cousine de la spironolactone, mais sans les effets indésirables. Pas de gynécomastie, pas d'hyperkaliémie. Une efficacité beaucoup plus importante, comme vous le voyez ici, de façon dose dépendante. C'est une classe de médicaments qui est en phase 3, qui est développée seule dans l'hypertension résistante, mais aussi en combinaison avec la dapagliflozine pour couvrir le risque de l'hypertension et du terrain cardio-rénal et métabolique. Et puis, on n'a pas arrêté de parler de ce nouveau médicament qui est le Zilebesiran. Siran pour siRNA, vous savez, ce sont des médicaments injectables dans l'hypertension artérielle, mais la force de ce médicament, c'est une injection tous les 6 mois.
une injection tous les 6 mois pour faire ce que font 2 à 3 médicaments chez des hypertendus résistants, non contrôlés. Ce médicament a aussi été testé chez des sujets en bithérapie, mais aussi chez des sujets en monothérapie. Et c'est probablement l'avenir, en tout cas pour lutter contre le problème d'adhésion, pour lutter contre la prise médicamenteuse quotidienne. Je vous ai d'ailleurs fait une petite diapositive qui synthétise où se placent ces différents médicaments. Donc, la quadrithérapie, on va dire, on peut l'utiliser chez tout le monde. Lorsque le débit de filtration glomérulaire est trop bas, la maladie rénale chronique et les hypertendus avec maladie rénale chronique ont été explorés avec la finérénone, qui est donc un cousin de l'éplérénone. C'est un antagoniste non stéroïdien des récepteurs aux minéralocorticoïdes. Lorsque la fonction rénale est normale, je vous en dirai un mot en conclusion, mais sur dénervation rénale ou antagoniste, comme la spironolactone ou les plérénones. Et en fonction du statut de la rénine et de l'aldostérone, c'est rigolo. Le professeur Boujna pourra en parler. On revient à des concepts très anciens, hein, HTA rénine haute, HTA rénine basse. Eh bien, on a deux stratégies, soit les antagonistes de l'endothéline, soit les aldostatases inhibiteurs. Enfin, mes deux dernières diapositives, il y a eu aussi, bien sûr, des présentations sur la dénervation rénale qui s'installe dans l'hypertension artérielle, qui est désormais explorée dans d'autres indications, puisque je vous rappelle que c'est un sympathomodulateur. C'est une stratégie qui réduit le tonus sympathique et on comprend son intérêt dans l'insuffisance cardiaque, dans la FA ou dans l'apnée du sommeil. Mais ça va beaucoup plus loin, puisque les équipes australiennes ont présenté ce papier où ils proposent non seulement de dénerver l'artère rénale, mais aussi de dénerver l'artère hépatique pour prendre en charge les maladies cardio-métaboliques, le NASH syndrome et l'obésité. Voilà ce que je voulais vous dire dans ces 15 minutes, essayer de vous synthétiser ce qu'il y avait de plus chaud